Je rajoute que je suis administrateur d'un groupe absolument fantastique qui s'appelle Suboer, que tous les Chinois connaissent et que les Français ne connaissent pas, comme d'ailleurs les Français ne connaissent pas l'actionnaire principal de cette société Suboer, qui est n'est autre que SEB. Par contre, tous les Français connaissent SEB. C'est une réussite extraordinaire. Je crois que c'est la meilleure réussite que la France ait jamais faite sur la Chine. C'est une boîte de 15 000 personnes à peu près, 1,5 milliard de chiffre d'affaires en euros, qui a des pourcentages de croissance de 30% par an, discontinue. On parlera de cet exemple et c'est un exemple extraordinaire. C'est une société qui est complètement chinoise, puisque SEB n'est qu'actionnaire à 80% d'accord, donc intégré dans les comptes. Ce qui est important, c'est que dans cette nouvelle révolution, on va vers un monde où on va produire localement des produits qui sont fortement configurés pour chacun de nous, donc qui sont produits près de chez vous, dans des usines de petite taille, qui fabriquent une grande variété de choses. Et ce n'est pas du tout compatible avec le modèle que les Chinois ont bâti jusqu'à maintenant, de modèle d'usines qui produisent en masse des produits pour le monde entier, plutôt simples. La Chine, comme tous les autres pays au monde, est en train de réaliser qu'il faut qu'on adapte notre système industriel, ce qui, pour nous en France, veut dire relocaliser des usines et inventer des emplois dans les usines qui n'existent pas aujourd'hui. Et en Chine, ça veut dire la même chose, sauf qu'au lieu de relocaliser, l'idée c'est de faire monter en gamme les usines existantes et de servir le marché local. On va parler du plan China 2025 et on va voir qu'en fait, une des grandes parties de ce plan China 2025, c'est de développer la demande interne chinoise. Et SEB, par exemple, est au premier rang pour fournir à tous les foyers chinois tout l'électroménager dont on a besoin quand on passe au niveau de vie que nous avons et que tous les Chinois, une grande partie d'entre eux ont déjà, et que tous les Chinois souhaitent avoir. Il y a eu 150 millions à 200 millions de personnes qui ont justement émigré des campagnes vers les villes. C'est fondamental. D'abord, ils ont construit des usines, ils ont construit le real estate, ils ont construit Mais aujourd'hui, ils sont partie prenante même de l'innovation. La logistique de l'e-commerce, il n'y aurait pas de e-commerce en Chine s'il n'y avait pas, je crois que c'est 80 millions de personnes qui travaillent dans la logistique. C'est-à-dire que l'agilité, ce qu'il y a de plus agile dans une usine, finalement, c'est vos ouvriers, vos contremaîtres. Programmer une machine, ça prend du temps. Installer une ligne, ça prend du temps. C'est là que, pour créer de l'agilité, il faut aller chercher des robots faciles à reprogrammer, ce qu'on appelle les robots collaboratifs. Et je crois que la Chine vit en accéléré ce que le reste du monde vit. En fait, du financement de la recherche par rapport au PIB, donc de l'ordre de 2,1% et avec un objectif de 2,5% en 2020. Il faut savoir aussi que le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur chinois est de 8 millions d'étudiants en 2017, donc qui est quand même important. Il a été multiplié par 10 en 10 ans. Et sur les 8 millions, il y a 4,4 millions d'étudiants qui se spécialisent sur les STEM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc on voit en fait le potentiel donc, par rapport aux défis et aux challenges. La Chine tout à l'heure on a donné quelques chiffres en disant que la Chine est le deuxième pays en termes de publications scientifiques. La NSF a sorti un rapport il y a quelques mois où la NSF américaine donc, dit que la Chine a dépassé les États-Unis, donc finalement le dépassement a eu lieu, donc quand on parlait de cette dynamique. Deuxième en termes de brevets. Il y a un aspect très important qui est lié aussi à l'aspect recherche et industrie manufacturière, c'est les aspects de normalisation, donc ou standardisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine participe à plus de 700 comités techniques de l'ISO et pilote plus de 550 comités techniques importants donc au niveau des machines, des matériaux, et notamment les terres rares. Donc les terres rares, en fait, le secrétariat technique des terres rares est piloté par la Chine. 8 universités chinoises ont un budget qui est supérieur à 1 milliard d'euros, donc vous imaginez. Tsinghua a un budget de 3,4 milliards d'euros. Si on compare avec le MIT qui a un budget de 2,5, Paris-Sud, donc mon université 450 millions, ou Polytechnique 180 millions. Donc on voit aussi en fait le budget qui est alloué à ça. Aujourd'hui, il y a 443 000 étudiants internationaux en Chine sur les chiffres de 2016, avec une augmentation de 35% par rapport à 2012. Aujourd'hui, la Chine est le troisième pays qui attire, qui accueille des étudiants étrangers après les États-Unis et le Royaume-Uni. Et ce que je voudrais montrer, c'est qu'en France, on a tout ce qu'il faut pour permettre à des entreprises chinoises ou des entreprises françaises en Chine de créer l'agilité dont on a besoin. On a mis en place, avec l'Alliance Industrie du Futur, une roadmap franco-chinoise
avec les gens du programme China 2025. Et on a partagé quelques exemples d'usines emblématiques pour lesquelles l'usine en Chine utilise de la technologie française. Et parmi les exemples, c'est un peu petit, mais vous voyez les chantiers navals de Shanghai, CSSC, vous voyez les usines L'Oréal, donc les usines, entre autres, de L'Oréal en Chine, utilisent des technologies françaises pour faire tourner les usines et sont excessivement environmental friendly, donc sont très bien vus par le gouvernement et servent de vitrine. Et vous avez JD.com, qui est le concurrent d'Alibaba, qui utilise les technologies de la société FIV. Et je dois d'ailleurs dire que l'Alliance Industrie du Futur a mis en place en Chine un ambassadeur de l'Alliance Industrie du Futur et une équipe autour de Michelle Chan, qui est présidente de FIV en Chine. Et donc un premier exemple, c'est une société qui appartient au groupe Cummins. Je pense qu'on aura le temps d'un seul exemple. Oui, les moteurs que vous voyez sont de conception américaine, mais toute la technologie utilisée dans l'usine est de conception française. Une usine excessivement propre, organisée, avec une productivité qui a été multipliée par 3 en quelques années par l'automatisation de l'usine. Et le fléau de toutes ces entreprises, c'est le turnover. Le fait que c'est difficile de trouver des personnes compétentes et de remplacer celles qui partent. Exemple donc de technologie essentiellement française qui appuie la productivité d'une usine pour devenir agile. Voilà, le message, c'est essayer de remplacer cette image de l'Allemagne par une image de l'Europe, et dans l'Europe, la France comme étant un acteur clé de l'agilité des usines chinoises. Dans certains domaines, la Chine est devant tout le monde. Donc, je pense notamment au Smart Cloud Manufacturing, donc, où les avancées sont considérables aussi au niveau de la recherche qu'au niveau industriel. On parle beaucoup de fabrication additive, donc il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. On parle d'intelligence artificielle, donc le plan intelligence artificielle chinois est ahurissant. Donc je pense qu'à la fin, je pense qu'il faut être patient. Donc toute collaboration demande du temps. Voilà, il faut être patient et puis après, je pense que tout se passera bien. Le travail donc qui nous reste à faire, nous, c'est de travailler mieux avec les gouvernements des différentes provinces pour leur faire connaître ce que la France est capable d'apporter et qu'ils répondent oui quand les industriels décrochent leur téléphone et leur demandent leur avis. Donc pour ça, on a besoin de l'aide de tout le monde et voilà, il ne faut pas être naïf, c'est pas parce qu'on montre une belle techno qu'elle va être adoptée. Nous avons décidé donc de nous fédérer avec le gouvernement de Yunnan et la ville de Shanghai, qui est notre ville d'accueil, qui a un tutorage, c'est très intéressant, il y a un tutorage d'une province sur l'autre, une province riche et une province moins développée, et avec les instituts Pasteur de l'Asie du Sud-Est. Notre concept est celui des fédérations d'activités. Quand je dis fédération, ça veut dire qu'on partage les objectifs, on délimite les responsabilités, les compétences, et on délimite aussi les responsabilités. Ce que nous essayons de faire, c'est d'augmenter la capacité en fait, de cette région du Sud qui est à la frontière avec 4 grands pays, 4000 km de frontière avec le Myanmar, avec le Laos et avec le Vietnam, et avec toutes ces caractéristiques que je vous ai dit, pour véritablement préparer contre une émergence. Parce que là, dans ces spots régionaux, se donnent toutes les circonstances favorables, malheureusement très défavorables, pour qu'il y ait une émergence. Les gouvernements locaux sont extrêmement autonomes. Quelqu'un l'a dit ce matin, effectivement, il y a une centralisation politique, mais une grande centralisation économique et d'action. Donc voilà, c'est un institut qui appelle à ses instituts frères, qui se fédèrent dans une région, qui alerte et qui constitue vraiment une expertise française, mais agissant aussi de l'intérieur. Nous sommes chinois d'une certaine manière. Nous sommes un institut hybride. Nous sommes un institut qui n'a pas une partie française ou une partie chinoise. Autre chose très importante, c'est la diplomatie. Pour nous, il est très difficile, surtout dans ces cadres très complexes et qui sont lancés par des accords entre les deux républiques au plus haut niveau, d'agir séparément des relations diplomatiques et politiques. Il faut là toujours en tenir compte. C'est fondamental dans notre cas parce qu'on est en train de parler à des grandes institutions qui sont, elles, de l'ordre des ministères, et on est en train de parler à des autorités locales qui peuvent avoir des conflits éventuellement avec des autorités centrales. Donc nous n'allons pas expliquer aux amis chinois comment on fait la science, mais comment on l'entend nous, comment on la comprend, avec une version humaniste qui nous semble très importante et qui nous semble qui est très complémentaire de ce que l'on fait sur les aspects techniques. Nous avons plusieurs façons de le faire, en attirant des conférenciers, en intégrant les conférenciers dans des cours. On est très pour les cours, Pasteur est très court long,
que les Chinois ne connaissent pas. Nous facilitons, nous favorisons cette action qui est une action en profondeur. Parce qu'à la fin, et en fin de compte, je pense qu'il y a quelque chose en Chine qui me semble très important, c'est le respect pour les cultures. Pour moi, les projets chinois, les actions chinoises ont toujours un transfond culturel. La coopération franco-chinoise s'appuie sur une tradition, qui est une tradition que de notre histoire commune franco-chinoise avec les jésuites. Et donc, quand la Chine a voulu faire sa réforme hospitalière, elle s'est appuyée, elle a jumelé finalement les 17 CHU français avec des grands hôpitaux chinois. Et ça a été le début d'une coopération qui remonte donc maintenant il y a une dizaine d'années. Alors, je vais venir à la PHP puisque c'est là où je travaille, pour dire que donc on a bien sûr eu une consigne de développer les relations avec Shanghai et Pékin et Canton, donc 3 grandes villes de Chine, ce que nous avons fait en développant des partenariats hospitaliers, en apprenant à mieux les connaître, à mieux les comprendre. Et on a essayé de répondre à leurs demandes dans 4 domaines. 4 domaines qui aujourd'hui sont couverts à la fois par des demandes locales et, comme ça a été dit d'ailleurs à la table ronde d'avant, par évidemment une caution politique, sinon rien ne peut être fait en Chine. Donc ces 4 domaines, ce sont les suivants, c'est la formation à la recherche clinique. Ils en ont conscience et donc ils veulent apprendre à faire des bonnes publications médicales. Le deuxième grand sujet, c'est tout ce qui est les urgences et notamment aussi la médecine de catastrophe. Le troisième grand secteur, c'est le management des hôpitaux. La Chine aujourd'hui veut professionnaliser sa direction d'hôpital et se tourne beaucoup vers la France en général, mais vers nous, à la PHP, pour essayer de leur apporter les concepts de base de la gestion hospitalière avec une notion d'efficience. Comment est-ce qu'on fait marcher des hôpitaux en essayant de ne pas dépenser trop d'argent? Et puis le dernier, dans ce cadre de management, il y a un autre point qui est très important pour les Chinois, qui sont confrontés à une pollution, comme vous le savez, massive et majeure, qui a un impact sur la santé d'ailleurs important. C'est aussi comment concevoir aujourd'hui des hôpitaux qui répondent à des critères de développement durable. Et les Chinois sont extrêmement intéressés par ça, les autorités chinoises également. Ils ont fait des expériences, ils ont une préoccupation très importante et assez nouvelle sur ce sujet. Comment économiser l'énergie, quel est le bilan carbone d'un hôpital et comment on le diminue. Aujourd'hui, les normes internationales considèrent qu'une population est vieillissante lorsque le pourcentage des plus de 60 ans dépasse 10%. En France, nous sommes une société très vieillissante puisque les plus de 60 ans représentent en gros 25%. Et en Chine, avec la politique de l'enfant unique, la Chine est devenue un pays vieillissant puisque les plus de 60 ans représentent aux alentours de 15,2%. Donc, comme vous le voyez, les préoccupations concernant le vieillissement sont communes en France et en Chine. Nous avons des liens particuliers entre la ville du Havre et la ville de Dalian, puisque la ville du Havre est jumelée depuis une trentaine d'années avec la ville de Dalian, et nous avons donc des échanges réguliers. Ces échanges nous ont permis de nous connaître, d'avancer ensemble, mettre en place des pistes d'amélioration dans la prise en charge des personnes âgées, et nous avons construit ensemble un programme de formation axé sur la gériatrie et la gérontologie. Au mois de novembre 2017, le 27 novembre 2017, nous avons inauguré le centre sino-français de gérontologie de Shenyang et nous avons débuté donc toute une série de formations durant une semaine centrées sur la gériatrie et la gérontologie, formation qui nous a permis de rencontrer 160 médecins et de les initier donc à ce que nous faisons sur notre pratique de la gériatrie et de la gérontologie française. Selon les Échos de janvier dernier, la Chine maintenant représente 42% du commerce électronique mondial et le nombre d'internautes chinois surpasse le nombre total d'internautes européens et américains. Les paiements en cash et en carte de crédit sont manifestement en voie d'extinction en Chine
Et les paiements par téléphone mobile, ils sont 11 fois plus nombreux qu'aux États-Unis. Les paiements en Chine par moyen digital dépassent déjà le paiement en cash. Plus de 50%, c'est du non-cash. Vous l'avez cité l'exemple du mendiant. Donc je l'ai rencontré moi-même en quittant mon bureau. J'ai vu un monsieur avec un QR code. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit que j'ai besoin d'un peu de cash pour vivre. Donc il n'y a plus de pièces. Donc tout le monde utilise le paiement mobile pour toutes les couches. Donc les paysans qui viennent vendre leurs patates et tomates avec le téléphone mobile. La révolution digitale est en train de pénétrer chaque fibre sociale en Chine. Voilà. Et puis, troisième exemple, j'aimerais citer l'intelligence artificielle. Il est partout, il est au corps de l'innovation, au corps de la compétition d'ailleurs, en même temps. Donc on peut citer Smart City, donc ville intelligente, et aussi les gigantesques systèmes qui commencent à ressembler à des cerveaux. Donc les Américains disent que brain-like big system. Donc, par exemple, pour Titi, c'est pour le système de transport. La ville de Shanghai et Pékin, c'est l'ensemble de solutions ville intelligente, fonctionne comme un cerveau avec toutes les fonctions. Et puis, dans l'intelligence artificielle, il faut citer aussi la reconnaissance faciale, pour commencer à utiliser pour le retrait de l'argent, aussi pour acheter des choses, pour les paiements, etc. La prochaine fois, je vais acheter un café probablement avec mon sourire. Donc, dans notre secteur, c'est vraiment très, très rapide. Je vais citer pourquoi on est en Chine, en dehors d'observer les innovations, etc. On est là-bas aussi pour acheter. Parce que pour nos équipements, réseaux, terminaux, on achète beaucoup, à un pourcentage très important, je ne vais pas le citer, en Chine, entre autres. Voilà. La localisation de la recherche de Huawei est très pragmatique, comme les Chinois. On s'installe en fonction de l'expertise des pays. Donc en France, typiquement, la France, il faut savoir, est reconnue mondialement pour sa qualité en mathématiques. Et donc la volonté de mettre un centre de recherche actuellement de 150 personnes, on est sur Boulogne-Billancourt, autour des mathématiques, vient de là. Alors il n'y a pas que des mathématiciens à Paris qui font des R&D. Le deuxième segment pour lequel la France est reconnue mondialement, c'est la mode. Et donc on a un centre de design avec 15 chercheurs qui font un petit peu les nouvelles features de téléphone en termes de look. Et le troisième, c'est également une très bonne école en traitement d'images embarquée. Et donc on a un centre sur Sophia Antipolis de l'ordre de 30 personnes. Il faut savoir de chercheurs chinois qui ont fait leur thèse aux États-Unis et qui reviennent. Et il faut savoir que chez Huawei, typiquement, les salaires qu'on offre aux chercheurs chinois en Chine qui viennent d'universités américaines est comparable à ce que vous avez de la Silicon Valley. Et donc il y a une volonté d'attirer tous ces chercheurs-là. On recrute qu'au niveau doctorat, en tout cas. Il y a également une montée en gamme au sein de Huawei qui est au niveau de la R&D. Actuellement, on ne recrute qu'au niveau du PhD. Donc en dessous, on ne peut pas recruter. Voilà. Mon premier film, ma première collaboration avec la Chine, ça s'est passé sur les terres du panda. Il faut savoir qu'en 1870, il y a le père Armand David, donc un missionnaire lazariste, qui est revenu de Chine avec le premier spécimen panda, mort bien sûr, mais qui est maintenant au Muséum d'histoire naturelle. Mais je fais une digression juste pour dire que mon travail, c'est d'aller chercher en Chine des histoires fortes qu'on va pouvoir après partager avec le plus grand nombre. Donc, ce qu'on a fait avec les pandas, récemment sur le plus grand aquarium du monde, donc, qui est à Zhuhai, et puis dans la province de Guizhou sur les Miao. Mais donc pour répondre à votre question, pour le partage des droits et la protection des données, là on s'inscrit plutôt dans une relation de travail un peu... Il y a 20 ans, l'objectif de l'industrie du jeu vidéo en s'implantant en Chine, c'était de bénéficier d'une capacité de formation de haut niveau et aussi de coûts similaires à ce qu'on avait en Europe de l'Est ou dans d'autres pays d'Asie. Une société comme Gameloft est montée jusqu'à 800 employés en Chine. C'est devenu un de nos pôles de développement importants et c'était vrai aussi pour Electronic Arts et Ubisoft et d'autres sociétés dans l'industrie. Et la Chine est devenue un pays assez rapidement aussi cher
que les pays occidentaux. Les pays d'Europe de l'Est, les pays d'Asie du Sud-Est, eux, ont gardé leur avantage économique compétitif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la Chine, aujourd'hui, n'est plus un lieu de production de jeux pour les entreprises occidentales. Donc, je vous disais, nous, on a gardé une implantation forte à Beijing, avec une centaine d'employés, et on a dû repenser entièrement la façon dont on considérer la Chine comme lieu de production. Nous ne créons plus de jeux en Chine. Nous n'avons plus lancé de création de nouveaux jeux en Chine depuis plusieurs années désormais. Nos équipes en Chine sont chargées de nous conseiller, de transformer le jeu pour faire que le jeu soit, on va dire, conforme aux attentes et au goût du consommateur chinois. Par contre, entre-temps, c'est devenu un lieu de consommation. Et c'est une vraie révolution pour nous, puisque la Chine, en l'espace de quelques années, est devenue le premier marché mondial du jeu mobile devant les US. Il faut savoir que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie de 100 milliards d'euros. C'est la première industrie de loisirs, très loin devant l'industrie du cinéma, loin devant l'industrie de la musique, loin devant l'industrie de la télévision, etc. C'est le jeu sur téléphone mobile, c'est à peu près 40 milliards de dollars en 2017. Or, la Chine, en l'espace de quelques années, est devenue le premier marché mondial pour le jeu sur téléphone mobile. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est comme ça qu'on essaye de travailler sur ce marché, qui encore une fois est le premier marché au monde, mais un marché compliqué, sur lequel nous on a un certain nombre d'inquiétudes majeures, notamment liées à des restrictions de plus en plus fortes pour les entreprises européennes et américaines à pénétrer le marché. Donc c'est une vraie source d'inquiétude dans notre industrie. Ça va être compliqué pour les sociétés occidentales de continuer sans un accès plus direct, plus facile à ce qui est devenu le premier marché au monde. Comment est-ce que nous le faisons? Nous avons établi toute une série de dialogues, de politiques réglementaires. Il y a un accord en place depuis 20 ans. La Chine est le seul pays au monde où vous avez ces dialogues au niveau ministériel en matière d'innovation, de coopération dans le domaine de l'innovation. Et donc, ça incite à avoir un dialogue sérieux avec la Chine. Nous savons que la Chine est un partenaire important, mais c'est aussi un partenaire difficile. Il ne faut pas se le cacher. Nous savons qu'il y a des difficultés en ce qui concerne l'accès au marché. Et ce n'est pas tellement au niveau des règles, des droits de propriété intellectuelle, mais c'est leur mise en œuvre qui n'est pas peut-être suffisamment effectuée. Donc, on essaye de discuter de la manière dont on peut améliorer ces conditions et on essaye d'obtenir un accord sur un accès réciproque aux ressources financières. Et le gouvernement chinois s'engage à ce qu'il y ait accès complet de la part des Européens pour ces programmes de recherche. Et donc, on améliore les choses étape par étape. Tout le monde va retirer quelque chose. Ici, on a tous les appels à projets dans le domaine de l'agroalimentaire, le transport, les biotechnologies, l'environnement. Ça, c'est très intéressant. C'est cofinancé par la NSFC. Donc, la coopération dans le domaine de l'innovation est très importante dans les relations entre l'Europe et la Chine. C'est un élément très positif parce qu'il y a des problèmes dans d'autres domaines. Et on peut faire la promotion de la coopération de façon très bénéfique en choisissant les domaines en question. Il y a un énorme potentiel et il nous faut continuer à faire attention à certaines conditions comme la réciprocité. Le fait qu'on coopère avec la Chine ne signifie pas que l'on oublie qu'il y a des problèmes à régler. La Chine est le partenaire commercial le plus important pour l'Allemagne. Nous avons des liens étroits et nous avons même un partenariat stratégique à plusieurs niveaux. On a commencé notre coopération en matière de sciences et technologies il y a 40 ans. Je crois qu'on a été un des premiers pays à préparer un rapport stratégique aussi complet
Et nous avons ce rapport uniquement pour la Chine et nous avons défini l'objectif, ce que nous devions atteindre en termes de coopération avec la Chine dans les domaines du traitement des eaux, de la technologie de l'environnement, l'industrie 4.0, urbanisation, recherche océanographique, sciences de la vie, etc. Le réseau, le Guangxi, c'est quelque chose de fondamental lorsqu'on veut développer son business en Chine. Et il serait illusoire de croire que nos partenaires chinois vont nous ouvrir nos portes si nous ne sommes pas capables d'ouvrir les nôtres aussi. Ça me paraît assez fondamental. Nous développons des programmes de financement de coopération technologique entre des sociétés chinoises et des sociétés françaises qui ont un intérêt à collaborer pour co-développer des produits et des services. Et donc le ministère des Sciences et des Technologies chinois et BPI France cofinancent ces développements à travers des avances remboursables afin de faire en sorte qu'il y ait plus de coopération. Aux côtés de la Banque de développement chinoise, nous avons créé des fonds d'investissement qui nous permettent aujourd'hui d'investir dans des sociétés innovantes, mais aussi dans des PME et des ETI, en France et en Chine, de permettre du coup à ces sociétés chinoises dans lesquelles on investit d'avoir un accès facilité à travers le réseau de KT Capital en Europe au marché européen, et dans l'autre sens, de permettre aux sociétés françaises dans lesquelles ces fonds d'investissement de KT Capital investissent d'avoir un accès facilité au marché chinois. Et il y a tout de même des barrières, des enjeux à décrypter, et donc on a un vrai besoin d'accompagnement des sociétés françaises, que ce soit des startups ou des PME innovantes notamment. Déjà un accompagnement dans l'inspiration de se développer sur le marché chinois. Pour beaucoup de sociétés qui développent des technologies fortes, la première grande destination d'export à laquelle elles pensent, c'est le marché américain. Et donc Apix Analytics, à travers un de nos programmes d'accompagnement, crée sa première représentation à l'international en Chine et a développé ses premiers flux d'affaires avec le marché chinois. Donc c'est possible. Mais c'est possible à partir du moment où on est bien accompagné. Bien accompagné, c'est avoir un accompagnement qui permet de décrypter en effet les enjeux culturels, de communication, de management interculturel, mais aussi des enjeux de marketing stratégique. Un produit qui est incroyable sur le marché français aura sûrement besoin à être quelque peu adapté, sinon dans sa technologie, au moins dans son marketing, pour trouver preneur en Chine. Des enjeux liés à la propriété intellectuelle, qui étaient soulignés il y a peu. La situation s'améliore beaucoup autour de ces sujets en Chine. Pour vous donner des chiffres, 90% des procès qui ont lieu en Chine autour de questions de propriété intellectuelle sont des procès qui mettent en jeu des acteurs chinois, un Chinois face à un Chinois. 10% mettent en jeu des acteurs chinois avec des acteurs étrangers. Et sur ces 10% de procès, 80% sont gagnés par les acteurs étrangers. Ce qu'on fait là depuis 2013, c'est qu'on agit en Chine avec nos membres fondateurs. Donc les membres fondateurs sont très importants. Donc moi je m'appuie beaucoup sur le réseau que Solvay a, que Suez a notamment, pour flécher nos PME et que les grands groupes essaient d'ouvrir des portes aux petites sociétés. C'est assez nouveau, on s'appuie sur nos financeurs pour forcer les partenariats. Donc on s'appuie sur les coopérations qu'on a notamment avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, historiquement, a des accords de coopération avec la municipalité de Shanghai. On apporte du contenu. On a fait une mission l'année dernière sur la qualité de l'air en novembre 2017. On a emmené 10 acteurs, dont Apix. Et puis, on s'appuie aussi, par exemple, sur les partenariats qu'on a avec Canton, grâce à la municipalité de Lyon. Donc, on essaye de pouvoir mettre les acteurs institutionnels aux côtés des acteurs académiques et des acteurs industriels pour faire dégager des projets. Et à l'international, on a créé une marque qui s'appelle France Water Team. Ça nous permet d'aller à l'international tous ensemble. Donc, les pôles de compétitivité savent travailler ensemble. Et avec France Water Team, on va travailler avec la plateforme Europe-Chine, qui est un programme qui est financé par la Commission européenne. Et on va travailler avec eux, notamment via l'Association internationale de l'eau, pour faire en sorte d'arriver à peser sur des projets de traitement de l'eau et de réhabilitation de certains fleuves, notamment du fleuve Jaune. Il y a quelque temps, j'ai entendu parler des nouvelles routes de la soie. Et ça m'a été tout en cause, parce que la démographie, l'absence donc de main-d'œuvre allait être compensée par les robots. La pollution
on allait exporter ce qui étaient les industries polluantes vers d'autres pays. La croissance financière, eh bien, je me suis rendu compte que les nouvelles routes de la soie étaient un puissant levier de croissance. Et les nouvelles routes de la soie étant un gigantesque puzzle difficile à comprendre d'emblée, j'avais pris l'initiative avec mon ami Pierre Doms d'en faire l'examen et d'essayer d'analyser tous les paramètres qui ont conduit la Chine à créer ces nouvelles routes de la soie. Cette Chine qui a fait de l'innovation sa stratégie première du développement, et notamment par un appel permanent à la jeunesse pour que la jeunesse libère un certain nombre de ses talents pour créer, pour inventer, pour ajouter de l'intelligence au développement économique de la Chine. Il ne s'agit pas donc d'une action parmi d'autres dans la stratégie chinoise, il s'agit d'une action centrale pour le développement interne de la Chine, priorité à l'intelligence, priorité à l'innovation. La ville, grand sujet chinois, c'est la société urbaine prioritaire, mais l'innovation, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour la mobilité, pour les maîtrises de l'énergie, pour les questions de l'emploi, ils sont complètement mobilisés pour en permanence rechercher des innovations. Naturellement, nous participerons à des grands projets comme le projet de la route de la soie, mais naturellement avec conscience que la Chine défend ses intérêts, que la vision de la mondialisation à la chinoise, c'est une mondialisation qui quelquefois a des différences avec ce que nous pensons. C'est pour ça que nous tenons beaucoup à défendre nos projets, nos règles, nos entreprises et nos équipes de recherche et toute notre infrastructure intellectuelle. Tout ceci, nous voulons bien coopérer, mais nous voulons coopérer, comme le disent les Chinois, de manière gagnant-gagnant. La dimension européenne est à promouvoir car les Chinois, notamment en matière scientifique et technologique, considèrent l'Europe comme une entité qui a sa propre cohésion. Assez peu de théorie, on répond rarement aux projets chinois par de la théorie. Répondons par de la pratique, par des projets opérationnels de coopération. Notre monde est très dangereux. De plus en plus se créent des foyers de tension dans le monde, au-delà des crises à venir, du terrorisme, des changements climatiques, de tout ce que nous avons comme menace. Il y a tous ces foyers de crispation régionale ou internationale. Dans tout cela, la meilleure de toutes les réponses, c'est la coopération. Contre les tensions, la coopération. Mais pour avoir de la coopération, il faut des projets. Merci de pouvoir offrir à cet équilibre du monde multipolaire, multilatéral que souhaitent la France et la Chine, merci d'offrir les projets concrets sur lesquels aujourd'hui vous avez travaillé.